Une seule femme accomplit l'impossible. En une nuit, elle détruisit 500 ans de tradition sacrée du plus puissant empire de la Terre. Ce qui se passa dans ces chambres dorées du palais de Topkapi en 1526 n'aurait jamais dû être documenté. Pourtant, les archives secrètes ottomanes révèlent une vérité qui ébranla les fondements de 3 continents. Imaginez découvrir qu'une ancienne esclave chrétienne capturée dans les steppes d'Ukraine put briser simultanément 5 codes impériaux considérés comme intouchables depuis un demi-millénaire. Des traditions qui régissaient la vie intime des sultans depuis la conquête de Constantinople. Des protocoles qui déterminaient qui pouvait toucher le corps de l'empereur, combien d'enfants une concubine pouvait enfanter ou une femme pouvait se déplacer à l'intérieur du palais. Hürrem Sultana ne viola pas ses règles ancestrales, elle les pulvérisa avec une précision chirurgicale, laissant supposer un plan orchestré dans les moindres détails. Chaque tradition brisée n'était pas un hasard, c'était un coup stratégique qui redistribua irrémédiablement le pouvoir. Les documents découverts dans les archives impériales d'Istanbul montrent quelque chose de perturbant. Elle savait exactement quelle barrière elle franchissait. Elle connaissait les conséquences. Et pourtant, elle choisit de défier un système qui avait résisté à des guerres, des épidémies et des invasions. Ce soir, vous découvrirez comment une unique nuit de noces changea le cours de l'histoire mondiale, comment fonctionnaient vraiment les coulisses intimes du pouvoir impérial et pourquoi cette révolution silencieuse créa des ondes de choc qui atteignirent jusqu'au salon de Versailles et au palais de Vienne. Préparez-vous à connaître les secrets qui transformèrent une prisonnière de guerre en la femme la plus influente du XVIe siècle. Cette révélation choquante sur la nuit révolutionnaire de Hürrem Sultana vous a-t-elle fasciné autant que moi? Alors montrez-le avec un pouce en l'air. Je suis incroyablement curieux. De quel pays, quelle ville ou quelle région nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs et maintenant j'ai besoin de votre aide. Quelle reine mystérieuse, impératrice ou noble devrait être révélée ensuite? Écrivez simplement son nom dans les commentaires. Peut-être connaissez-vous une souveraine fascinante dont les secrets interdits n'ont encore jamais été osés être racontés? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation explosive. Les archives des puissants regorgent encore de tant de vérités choquantes. L'année 1520 marqua le début d'une ère qui allait imprégner pour toujours l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Soliman le Magnifique accéda au trône ottoman à l'âge de 26 ans, héritant d'un empire qui s'étendait des portes de Vienne au désert du Yémen. Le palais de Topkapi dominait majestueusement le Bosphore tandis que ses murailles abritaient des secrets que même les diplomates européens les plus expérimentés ne parvenaient jamais à déchiffrer. Au sein de cette forteresse dorée, existait un monde de hiérarchie stricte et de codes inébranlables. L'Empire ottoman avait perfectionné depuis 1453 un système exerçant un contrôle absolu sur chaque facette de la vie impériale, chaque mouvement, chaque contact. Chaque rencontre intime suivait des protocoles qui semblaient gravés dans le marbre. Le pouvoir ne se concentrait pas uniquement entre les mains du sultan. Un réseau complexe de vizirs, d'eunuques et de fonctionnaires du palais supervisait chaque aspect du gouvernement. Mais nulle part, ce contrôle n'était plus absolu que dans le harem. Ce royaume caché où 200 femmes existaient dans des cages dorées, rivalisant pour la faveur d'un seul homme. Entre 1520 et 1526. Cependant, un basculement allait survenir qui renverserait tous les rapports de force existants. Des documents issus des archives d'État du Premier ministre à Istanbul attestent que dès 1521, des mouvements inhabituels au sein des structures du palais étaient enregistrés. Des lettres d'ambassadeurs vénitiens évoquent des changements inhabituels dans les habitudes impériales. Ce que personne ne soupçonnait, ces déplacements en apparence insignifiants étaient les premiers signes d'une révolution qui allait y transformer de l'intérieur le plus puissant empire du monde. Le souverain qui sema la terreur en Europe était paradoxalement un homme d'une culture exceptionnelle et d'une raffinesse intellectuelle hors du commun. Soliman composait des poèmes sous le pseudonyme de Muhibi, maîtrisait couramment le persan, l'arabe et le turc. Et ses stratégies guerrières inspirèrent encore des siècles plus tard les académies militaires européennes. Avec ses traits marquants et sa stature imposante d'un conquérant, il incarnait la puissance d'un empire qui dominait 3 continents. Pourtant, derrière la façade de ce monarque inaccessible se cachait un désir profond. Des lettres à son grand vizir Ibrahim Pacha révèlent un homme qui, malgré un pouvoir illimité, ressentait un vide existentiel. L'étiquette stricte de la cour l'avait transformé en une cage dorée, où même ses moments les plus intimes étaient dictés par des protocoles. Dans cet univers stérile, elle fit irruption comme une comète destinée à bouleverser l'ordre établi. Alexandra Lisowska,
plus tard connu sous le nom de Hurrem, provenait des terres ruthénes de l'actuelle Ukraine. Des rapports contemporains décrivent une femme d'une beauté exceptionnelle dont les yeux ambrés et les boucles cuivrées éclipsaient même les dames de cour les plus raffinées. Son intelligence surpassait cependant de loin ses attributs physiques. Dès les premiers mois de sa captivité, elle maîtrisa non seulement la langue turque, mais aussi les codes subtils de la communication à la cour. De Succu rapportèrent plus tard qu'elle analysait avec une précision chirurgicale les implications politiques de chaque geste, chaque regard, chaque remarque apparemment anodine, impressionnant même les diplomates les plus expérimentés. Le moment de leur première rencontre avec Soliman reste documenté dans les chroniques du palais. Mais les véritables circonstances de cette nuit allaient ébranler les fondations d'un empire. Les archives cachées du palais de Topkapi conservent des documents qui dévoilent le vrai visage de l'intimité ottomane. Ce que les diplomates européens romantisent comme un luxe oriental se révèle à y regarder de plus près un système sophistiqué de contrôle total sur la sexualité féminine et la reproduction. Le harem n'était nullement le refuge paradisiaque peint par les fantasmes occidentaux. Il fonctionnait plutôt comme une institution minutieusement organisée dont l'objectif principal était la régulation de la succession dynastique par une surveillance absolue des relations intimes. Chaque femme qui franchissait ces murailles dorées se soumettait à un ensemble de règles qui contrôlaient sa corporalité, ses émotions et son avenir dans les moindres détails. La première et la plus fondamentale de ces traditions se manifestait dans le principe une concubine, un fils. Cette loi d'airain établie sous Mémé le Conquérant limitait chaque résidente du harem à un seul enfant mâle. La logique derrière cela était aussi brillante que brutale. En restreignant le pouvoir maternel, on empêchait les coalitions entre femmes et minimisait les risques de conflits dynastiques. Les registres médicaux du médecin du palais Kemal Pachazade, datant de 1515, documentent des détails effroyables de cette pratique. Les concubines enceintes étaient soumises, après la naissance de leur premier fils, à des traitements systématiques rendant impossible toute conception ultérieure. Ces procédures réalisées par des sages-femmes spécialement formées sous la supervision de la valide sultan s'inspiraient à de techniques dérivées de textes grecs antiques. Le rapport de l'ambassadeur vénitien Andrea Gritti, en 1523 révèle d'autres aspects troublants. Les femmes sont traitées comme des chevaux de race précieux, dont la capacité reproductive est dirigée selon des principes mathématiques. Celles qui enfantent plus d'un fils disparaissent sans trace dans les profondeurs du palais. La deuxième loi inébranlable concernait l'impossibilité juridique d'un mariage entre le sultan et une concubine. Depuis le règne de Bailly, le principe voulait que le souverain ottoman ne puisse jamais épouser une femme d'origine esclave. Cette tradition s'enracinait dans la crainte de complications dynastiques et la nécessité de forger des alliances politiques par des mariages avec des maisons princières étrangères. Les juristes de l'Empire ottoman arguaient qu'une telle union briserait l'ordre divin de la hiérarchie. Le cheikh Islam Kemal Pachazadeh rédigea en 1525 un traité exposant les arguments théologiques contre de telles liaisons. Allah a organisé l'ordre de la création de manière que chacun agisse selon son rang. Un sultan qui élève une esclave au rang d'épouse perturbe l'équilibre cosmique. La troisième tradition sacrée se manifestait dans la séparation spatiale stricte entre les affaires gouvernementales et la présence féminine. Mehmed le Conquérant avait promulgué en 1465 un décret irrévocable interdisant à toute femme d'entrer dans les salles où se discutaient les affaires d'État. Le palais de Topkapi était conçu en conséquence. Le Samluk, la partie publique, était réservé exclusivement aux conseillers et ministres masculins. Les plans architecturaux issus des archives du palais montrent la structure ingénieuse de cette séparation. Entre les appartements féminins et les salles gouvernementales s'étendaient non seulement des barrières physiques, mais aussi des systèmes complexes d'antichambres, de couloirs et de points de contrôle. Des eunuques surveillaient chaque passage et des registres détaillés documentaient chaque mouvement. Le quatrième code intouchable concernait la titulature et l'ordre de rang dans la hiérarchie du palais. Les concubines recevaient des désignations standardisées qui définissaient précisément leur statut et leurs fonctions. La position la plus élevée atteignable était celle de Bashkadin, la première femme. Mais même cette dignité était temporaire et dépendait de la faveur du sultan. Les protocoles de l'époque de Séimier montrent que chaque promotion de rang suivait un système d'évaluation complexe. Des facteurs comme la beauté, l'intelligence, la culture et surtout la capacité à enfanter des descendants mâles étaient là quantifiés dans des rapports détaillés. Ces documents rédigés par la Kizlara Azu, la surveillante des esclaves féminines, se listent comme des études scientifiques sur l'élevage humain.
Le cinquième et peut-être le plus rigide principe concernait l'exclusion absolue des femmes des processus de décision politique. La constitution ottomane, codifiée sous Soliman le législateur, contenait des interdictions explicites contre l'ingérence féminine dans les affaires d'État. Cette tradition reposait sur une interprétation de la jurisprudence islamique, considérant les femmes comme émotionnellement instables et donc inaptes à une gouvernance rationnelle. Les rapports du secrétaire impérial Shah Mustapha des années 1520 Kling documentent comment cette séparation était mise en pratique. Les femmes recevaient des informations filtrées sur les développements politiques, et leurs opinions étaient rejetées comme des réflexions sentimentales. Même la valide sultan, théoriquement la femme la plus puissante de l'Empire, communiquait avec les ministres exclusivement par des intermédiaires masculins. Les mécanismes de surveillance qui maintenaient ces traditions étaient aussi raffinés qu'implacables. Un réseau d'espions, de nuques et de servantes loyales documentait toute déviation du protocole établi. Ces rapports conservés dans les archives secrètes du Darussa d'Azu, le chef noir révèle un système de surveillance qui ferait pâlir les services secrets modernes. Particulièrement instructifs sont les protocoles médicaux qui documentent la surveillance corporelle des résidentes du harem. Des examens gynécologiques mensuels effectués par des médecins femmes sous la supervision de la direction du palais suivaient avec une précision scientifique les cycles menstruels, l'activité sexuelle et les grossesses. Ces données alimentaient des calculs complexes déterminant quand et quelle femme devait y être présentée au sultan. La dimension psychologique de ce contrôle se manifestait par des méthodes plus subtiles mais non moins efficaces. Les programmes d'éducation pour les concubines se concentraient sur la cultivation de la soumission et de la gratitude. Les instructions religieuses soulignaient la nature divine de l'autorité sultanienne et le caractère pécamineux de la contradiction à l'ordre établi. Particulièrement troublantes sont les notes sur la formation aux arts de l'amour que les jeunes femmes recevaient avant leur première rencontre avec le sultan. Ces instructions dispensées par des concubines expérimentées sous la supervision de la Kislar détaillaient non seulement des techniques sexuelles, mais aussi des stratégies psychologiques pour manipuler le désir et l'attention masculin. Les documents de l'historien du palais Sélaniki Mustapha Effendi décrivent comment cette formation effaçait systématiquement l'individualité des femmes pour les modeler en instruments perfectionnés de satisfaction masculine. Elles apprennent à oublier leurs propres besoins et à exister uniquement pour le plaisir de leur seigneur, nota Théil en Klein 124. Les aspects médicaux de cette préparation s'avèrent particulièrement effroyables. Des interventions gynécologiques, conçues pour optimiser l'expérience sexuelle du sultan, étaient routinièrement pratiquées sur les jeunes femmes. Ces procédures documentées dans les registres médicaux secrets du palais montrent un système qui considérait les corps féminins comme des objets destinés à maximiser le plaisir masculin. Les 5 traditions que Hürrem Sultan briserait plus tard n'étaient donc pas de simples conventions inoffensives, mais les piliers d'un système de domination totale. Leur violation ne signifiait pas seulement une rébellion personnelle, mais la remise en question d'un ordre mondial considéré depuis des siècles comme sanctifié par le divin. Les événements entre 1521 et 1526 se déroulèrent avec une rapidité qui surprit même les observateurs de cour les plus aguerris. La stratégie de Hürrem était orchestrée avec une subtilité telle que ses véritables intentions ne devinrent évidentes qu'après coup. Tandis que les ambassadeurs européens s'interrogeaient encore sur la faveur inhabituelle que le sultan accordait à une concubine particulière, elle avait déjà sapé les fondations d'un système qui avait perduré 5 siècles. Le premier moment décisif eut lieu à l'automne 1521 lorsque Soliman brisa pour la première fois le protocole de l'attention rotative. Traditionnellement, le sultan ne passait jamais plus de 3 nuits consécutives avec la même concubine, une règle destinée à prévenir la jalousie et les attachements émotionnels indésirables. Pourtant, les registres de la Kislar montrent que entre novembre 1521 et mars 1522, Soliman passa un total de 24 nuits exclusivement dans les appartements de Hürrem. Ce geste apparemment romantique se révéla être le premier coup calculé contre le système établi. Tandis que les autres concubines étaient progressivement marginalisées, Hürrem exploitait sa position privilégiée pour développer une compréhension détaillée des dynamiques du palais. Les lettres de l'ambassadeur vénitien Thomas Moschnigo documentent sa cultivation systématique d'alliances avec des figures clés de la hiérarchie de la cour. Le deuxième coup stratégique se manifesta par sa fertilité sans précédent. Entre 152 et 1531, elle donna naissance à 6 enfants. Un affront direct au principe fondamental, une concubine, un fils. Chaque grossesse s'accompagnait de spéculations sur ses capacités reproductives surnaturelles. Mais les registres médicaux du médecin du palais Ali ibn Elman révèlent une autre vérité.
Hurrem avait contourné le système médical qui empêchait normalement les grossesses ultérieures après le premier enfant. Par une combinaison de corruption des sages-femmes responsables et de manipulation des protocoles médicaux, elle évita les traitements qui privaient les autres concubines de leur capacité à procréer. Sa connaissance des moyens contraceptifs végétaux et des stimulants de fertilité acquis, grâce à des contacts avec des médecins juifs à Istanbul, lui permit un contrôle précis de ses cycles reproductifs. Les implications politiques de cette domination démographique étaient révolutionnaires. Avec 6 enfants dont 4 fils, elle représentait une menace dynastique qui bouleversait complètement l'équilibre traditionnel du pouvoir. Les autres concubines limitées à un enfant ne pouvaient jamais développer une base comparable pour exercer une influence politique. Le troisième et peut-être le plus audacieux pas eut lieu entre 1526 et 1530, lorsque Soliman brisa l'interdit millénaire contre les mariages avec des esclaves. Les préparatifs de cette cérémonie sans précédent commencèrent dès 1525, quand Hurrem correspondit secrètement avec des juristes islamiques pour développer des arguments théologiques légitimant une telle union. Des documents issus des archives de la mosquée Suleymanie révèlent comment elle courtisa systématiquement les autorités religieuses et promut des interprétations alternatives du droit islamique. Son argumentation s'appuyait sur des versets précis du Coran et des hadiths qu'elle citait avec une sophistication théologique qui impressionnait même les érudits. Le Sheikhul Islam Kemal Pachazade, initialement un opposant farouche à de telles unions, fut convaincu par une combinaison de persuasion intellectuelle et de pression politique. La cérémonie de mariage elle-même, menée dans le plus grand secret, ne brisa pas seulement des traditions, mais établit aussi de nouveaux précédents. Les diplomates européens rapportèrent des festivités exceptionnelles au palais sans comprendre la véritable nature des événements. Ce n'est que des mois plus tard que des rumeurs sur le mariage réel filtrèrent. Le quatrième acte révolutionnaire se manifesta par son déplacement physique du harem traditionnel dans l'ancien palais vers les appartements d'État du palais de Topkapi. Ce mouvement, apparemment une nouvelle marque de faveur du sultan amoureux, représentait en réalité une rupture fondamentale avec l'ordre spatial de l'Empire. Les registres architecturaux montrent comment Hurrem brouilla systématiquement les frontières entre les zones féminines et masculines du palais. Ces nouveaux appartements furent positionnés stratégiquement pour donner accès aux couloirs par lesquels passaient les ministres et les ambassadeurs. Cet emplacement apparemment fortuit lui permit d'écouter des conversations confidentielles et d'observer les dynamiques politiques. De plus, sa présence dans ces espaces normalisa le concept de participation féminine aux affaires d'État. Ce qui commença comme une préférence personnelle du sultan évolua en une intrusion systématique dans le domaine masculin de la gouvernance. Le cinquième et décisif breakthrough se produisit avec la création du titre Aseki sultan, une position sans précédent dans l'histoire ottomane. Ce nouveau rang conçu spécialement pour Hurrem l'éleva au-dessus de toutes les autres femmes de l'Empire et la plaça protocolairement au niveau des reines européennes. Les implications juridiques de cette attribution de titre s'avérèrent profondes. En tant que Aseki sultan, Hurrem obtint le droit de mener une correspondance officielle, d'influencer les cérémonies d'État et même de contrôler ses propres ressources financières. Des documents des archives d'État ottomanes montrent qu'à partir de 1530, elle gérait un budget annuel de 2000 ducats d'or, une somme qui dépassait les revenus de provinces entières. Cette autonomie économique lui permit de bâtir son propre réseau de clients et d'alliés. Par des investissements stratégiques dans des fondations pieuses, des projets d'infrastructure et des organisations caritatives, elle cultiva une persona publique qui s'étendait bien au-delà des limites du palais. Le sixième coup contre l'ordre établi se manifesta par son ingérence directe dans les affaires d'État. À partir de les ambassadeurs étrangers commencèrent à rapporter que les décisions du sultan étaient clairement marquées par une influence féminine. L'envoyé français Jean de la Forêt nota en 1535 « Il semble que 2 personnes règnent, le sultan pour le public et son épouse pour la substance ». Cette infiltration politique s'opéra par des méthodes subtiles mais systématiques. Hurrem développa la pratique d'assister à des consultations informelles, de déguiser ses opinions en réflexions privées et d'influencer les décisions de Soliman par une manipulation émotionnelle. Sa correspondance avec le roi de Pologne Séissan I et le roi de France François montre qu'elle agissait de facto comme une ministre des Affaires étrangères officieuse. Le 7e acte révolutionnaire consista en l'établissement d'un service de renseignement féminin. Par son réseau d'espions d'informateurs et d'alliés à travers l'Europe, elle collectait des informations souvent plus précises et actuelles que les rapports diplomatiques officiels. Elle utilisait cette intelligence pour informer les décisions stratégiques de Soliman et renforcer sa propre position. Particulièrement remarquable fut sa manipulation de la succession au trône. Par l'élimination systématique de candidats rivaux,
tant par des intrigues que par des confrontations directes, elle sécurisa l'avenir de ses propres fils. La mort mystérieuse du fils aîné de Soliman, Mustapha, en 1553, bien qu'après le décès de Hurrem elle-même, suivit des schémas qu'elle avait établis des décennies plus tôt. Sa correspondance des dernières années 1530 révèle une femme qui non seulement avait transcendé les limites de son époque, mais participait activement à la refonte de la réalité politique. Des lettres à son fils, Séhim, contiennent des instructions détaillées sur la conduite des affaires d'État, la stratégie militaire et la diplomatie des domaines traditionnellement réservés aux souverains masculins. Le 8e et peut-être le plus durable changement résida dans la transformation culturelle du sultanat lui-même. L'influence de Hurrem sur l'art, l'architecture et la vie intellectuelle de l'Empire fut si profonde que les historiens parlant de la féminisation de la culture ottomane. Sa promotion de poètes, d'érudits et d'artistes créa un environnement culturel où l'influence féminine n'était pas seulement tolérée mais célébrée. L'ironie de sa révolution réside dans le fait qu'elle utilisa un système conçu pour l'opprimer afin de transformer ce même système. Chacune de ses actions était superficiellement conforme aux normes existantes tout en minant leurs fondations. Cette subversion subtile s'avéra bien plus efficace qu'une rébellion ouverte. D'ici 1540, le paysage politique de l'Empire ottoman avait irrémédiablement changé. Ce qui avait commencé comme l'engouement romantique d'un sultan amoureux était devenu la révolution systématique d'un ordre millénaire. L'héritage de Hurrem ne se limiterait pas à modeler ses propres descendants, mais paverait la voie au sultanat des femmes. Une ère où le pouvoir féminin devint la norme. Les impacts à long terme de la révolution stratégique de Hurrem se propagèrent comme des ondes de choc à travers le monde connu entier. Sa destruction systématique de traditions séculaires catalysa une transformation qui ne se limita pas à l'Empire ottoman, mais redéfinit les dynamiques de pouvoir entre les genres sur 3 continents. Le premier effet mesurable se manifesta dans la réorganisation diplomatique de l'Europe. Les cours étrangères, confrontées à la réalité inédite d'une sultane politiquement active, durent repenser fondamentalement leur stratégie de négociation. L'ambassadeur ABS bourgeois Waye Ghiselin de Busbecq nota en 1555 « On ne peut plus négocier uniquement avec le sultan. Son épouse est la véritable puissance derrière les décisions qui concernent toute l'Europe. » Cette prise de conscience mena à une révolution diplomatique. Les puissances européennes commencèrent à cultiver des intermédiaires féminins et reconnurent que la diplomatie masculine traditionnelle était devenue insuffisante. La correspondance entre Hurrem et Catherine de Médicis, future reine de France, document échange direct entre souveraines totalement en dehors des canaux officiels. La deuxième conséquence transformative concerna la structure interne de l'Empire ottoman lui-même. Le précédent créé par Hurrem habilita les générations suivantes de femmes à poursuivre des stratégies similaires. Sa belle-fille Nourbanu Sultan et sa successeur Safi et Sultan perfectionnèrent les méthodes développées par Hurrem, institutionnalisant le pouvoir féminin d'une manière qui marqua l'Empire pour 2 siècles. Le sultanat des femmes, qui dura de 1533 à 1656, fut directement redevable au modèle révolutionnaire de Hurrem. Durant cette époque, les femmes exercèrent de facto le pouvoir gouvernemental, prirent des décisions militaires et façonnèrent la politique étrangère d'un empire s'étendant de Vienne au Yémen. Les historiens estiment que pendant cette période, plus de 70% des décisions stratégiques furent influencées ou directement prises par des conseillères féminines. La troisième transformation de grande envergure se manifesta dans l'évolution culturelle du monde islamique. Le succès de Hurrem remit en question les interprétations traditionnelles des textes religieux concernant les rôles féminins et mena à une réévaluation des dynamiques de genre dans les sociétés musulmanes. Des traités théologiques d'Uqa, de Damas et de Bagdad commencèrent à explorer des lectures alternatives du Coran justifiant une plus grande participation féminine aux affaires politiques. La cour savide père adopta des innovations ottomanes et développa ses propres versions de participation politique féminine. Le Shah Tahmasp Ier éleva sa mère Tajlo Khanom à une position clairement inspirée de l'exemple de Hurrem. Cette évolution démontre comment la révolution de Hurrem transcenda les frontières et influença des empires islamiques rivaux. Conséquence monumentale concerna la perception et le traitement des femmes en position de pouvoir en Europe. La réalité d'une souveraine ottomane politiquement active força les monarchies chrétiennes à reconsidérer leurs propres pratiques. Élisabeth I d'Angleterre correspondit directement avec des souveraines ottomanes et développa stratégies diplomatiques explicitement basées sur les précédents créés par Hurrem. Les dames de cour françaises étudièrent les protocoles ottomans et adaptèrent les méthodes de Hurrem à leurs propres ambitions politiques.
Les mémoires de la marquise de Maintenon documentent comment elle analysa les stratégies de Hurrem et utilisa des techniques similaires pour influencer Louis XIV. Cette osmose culturelle montre comment les innovations de Hurrem surmontèrent les frontières entre le monde chrétien et islamique. La cinquième impact transformateur se manifesta dans la sphère économique. Le contrôle de Hurrem sur des ressources financières considérables établit un modèle d'entrepreneuriat féminin qui inspira les générations suivantes. Ses investissements dans les routes commerciales, l'immobilier et les projets d'infrastructures générèrent des revenus qui sécurisèrent son indépendance politique et ouvrirent des possibilités similaires à d'autres femmes. Des documents commerciaux issus des archives vénitiennes montrent que Hurrem mena un commerce direct avec des marchands européens réalisant des profits qui surpassaient les revenus d'État de petites principautés. Ses activités commerciales s'étendaient des importations de soie de Chine aux exportations d'épices vers Amsterdam, lui permettant de contrôler un réseau commercial international. La sixième transformation révolutionnaire concerna les stratégies militaires de l'Empire. L'influence de Hurrem sur les décisions militaires mena à des tactiques innovantes qui révolutionnèrent la guerre traditionnelle. Son insistance sur la reconnaissance, la logistique et la préparation diplomatique des campagnes militaires s'avéra pionnière pour la guerre moderne. Particulièrement notable fut son rôle dans la planification du siège de Vienne en 1529. Les historiens militaires ont documenté que ces insights stratégiques sur les alliances européennes et les ressources furent décisifs pour la planification des campagnes. Bien que le siège échoua finalement, les approches innovantes démontrèrent l'influence de Hurrem sur la pensée militaire. La conséquence à long terme se manifesta dans l'évolution juridique de l'Empire ottoman. Les précédents de Hurrem menèrent à la codification de nouvelles lois concernant les droits des femmes, les dispositions sur la propriété et la participation politique. Le corpus législatif connu sous le nom de Kanun Nisvan, Louise des femmes, institutionnalisa de nombreuses innovations qu'elle avait initiées. Ces réformes légales s'étendirent sur des générations et influencèrent le traitement des femmes dans toutes les strates de la société ottomane. Des documents judiciaires d'Istanbul, du Caire et de Damas montrent une augmentation notable de plaignantes témoins et même juges féminines dans les siècles suivant la mort de Hurrem. La huitième impact transformateur concerna le développement intellectuel et culturel de l'Empire. La promotion par Hurrem de l'éducation, de l'art et de la science établit Istanbul comme centre d'une renaissance culturelle comparable à celle de l'Europe. Sa fondation d'écoles, de bibliothèques et d'observatoires créa des institutions qui fonctionnèrent comme centres de savoir pendant des siècles. L'échange intellectuel qu'elle facilita entre érudits ottomans et humanistes européens mena à des avancées scientifiques en mathématiques, astronomie et médecine. Sa correspondance avec l'érudit français Guillaume Postel documente comment elle promut activement le transfert de connaissances entre civilisations. La neuvième transformation révolutionnaire se manifesta dans l'évolution démographique de l'Empire. Le défi réussi de Hurrem au contrôle reproductif mena à une réévaluation des structures familiales et des politiques de population. Ses 6 enfants, tous élevés à des positions influentes, démontrèrent le pouvoir de la reproduction stratégique. Cette révolution démographique eut des conséquences sociales profondes. D'autres familles influentes adoptèrent des stratégies similaires menant à une aristocratie plus fondée sur les contributions féminines. Des études généalogiques montrent qu'une proportion significative de l'élite ottomane des XVIIe et XVIIIe siècles est directement attribuable aux innovations de Hurrem. La dixième et peut-être la plus durable conséquence concerna la perception globale du pouvoir féminin. Le succès de Hurrem inspira des femmes dans diverses cultures et continents à poursuivre des stratégies similaires. Des Moghols en Inde aux souveraines Incas au Pérou. Des sources historiques documentent une augmentation notable de l'activité politique féminine dans les siècles suivant la révolution de Hurrem. Ces mémoires, bien que transmis de manière fragmentaire, furent traduits en diverses langues et circulèrent secrètement dans les cours européennes. Ces textes servirent de manuels pour les femmes ambitieuses et établirent un réseau transnational de stratèges politiques féminines. L'ironie de son legs réside dans le fait qu'une femme arrivée comme esclave dans l'Empire ottoman devint l'une des figures politiques les plus influentes de l'histoire mondiale. Sa destruction systématique des monopoles de pouvoir masculin pava la voie pour des générations de femmes qui réalisèrent des percées similaires dans leur propre société. Les historiens modernes estiment que les influences directes et indirectes de Hurrem affectèrent le développement politique de plus de 40 nations. Ces stratégies furent étudiées et adaptées par des souveraines comme Catherine la Grande en Russie, Marie-Thérèse en Autriche et même par des révolutionnaires comme Olympe de Gouges en France.
Le témoignage ultime de son pouvoir transformateur se manifeste dans le fait que le sultanat des femmes perdura plus d'un siècle et ne fut terminé que par des défaites militaires externes, non par une rébellion interne. Sa révolution s'était si profondément enracinée dans les structures de l'Empire qu'elle était devenue la nouvelle normalité. Aujourd'hui, près de 5 siècles plus tard, les politologues reconnaissent dans les stratégies de Hurrem le blueprint des mouvements féministes modernes. Sa combinaison de patience stratégique, d'innovation institutionnelle et de transformation culturelle reste un objet d'étude pour les activistes et politiciennes contemporaines du monde entier. Ce que vous venez d'apprendre n'est qu'une fraction des vérités cachées qui sommeillent dans les archives secrètes des puissants. La nuit révolutionnaire de Hurrem n'était pas un événement isolé, mais une partie d'un schéma millénaire de jeux de pouvoir intimes qui ont déterminé le cours de la civilisation. Pendant que vous lisez ces lignes, les archives royales d'Europe, les trésors impériaux d'Asie et les bibliothèques précient encore des centaines d'histoires similaires. Chacune d'elles révèle des mécanismes de pouvoir si perturbants qu'ils n'ont jamais été autorisés à voir la lumière du jour. Pensez aux femmes Médicis à Florence, dont les activités nocturnes ont façonné la Renaissance, aux filles des Tarines à Saint-Pétersbourg, dont les nuits de noces ont décidé du sort de nations entières, aux mères impératrices à Pékin, dont les secrets intimes ont influencé des millions de vies. Chacune de ces femmes a utilisé des stratégies similaires à celles de Hurrem. Chacune a brisé des tabous considérés comme intouchables depuis des siècles. Chacune a orchestré sa révolution dans l'intimité des chambres royales, loin des regards de l'histoire. Ces chaînes existent pour vous accorder un accès exclusif à ces vérités censurées. Ici, vous découvrirez les histoires trop dangereuses pour figurer dans les livres d'histoire. Les secrets si explosifs qu'ils pourraient renverser des dynasties et ébranler des empires. Rejoignez cette communauté exclusive qui regarde derrière les façades du pouvoir. Abonnez-vous maintenant et découvrez la prochaine révélation choquante sur l'impératrice qui fit chuter l'Empire byzantin d'un seul baiser. La vérité n'attend pas. Elle mérite enfin d'être racontée.